Bienvenue dans Comme toujours. Chaque jeudi, nous revenons sur les images qui font l'actualité, vues et revues par le prisme de la communication. Avec nos spécialistes, nous décryptons les stratégies en tentant de lire entre les lignes parce que, ne l'oublions pas, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Au sommaire, cette semaine, la politique de la bonne nouvelle, elles sont rares et l'exécutif n'hésite pas à capitaliser dessus. Chiffre du chômage, vente, contrat record. François Hollande et sa majorité ont renoué cette semaine avec la positive attitude chère à Jean-Pierre Raffarin, des sourires et des satisfecits que nous décrypterons. Et puis, elle trône sur les réseaux sociaux, elle s'invite dans la communication des marques comme des politiques. La série Game of Thrones est de retour et s'impose saison après saison comme une référence plongée dans le royaume du buzz. Et avec nous sur ce plateau, Jacky Isabello, bonsoir. Bonsoir Julien. Cofondateur de l'agence de conseil Coriolink, Valérie Lecable également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de TBWA Corporate et Nicolas Bouldeau avec nous toujours ce soir. Bonsoir, rebonsoir, associé du cabinet Tilder. L'éclaircie donc dans un horizon bien sombre ces derniers mois, on l'a beaucoup dit, une baisse du chômage d'une ampleur inédite en 16 ans. Cette vente record également de sous-marins à l'Australie, c'est l'image forte de cette séquence bonne nouvelle pour l'exécutif. On voit François Hollande qui triomphe avec dans ses mains ce sous-marin, l'image des 12 sous-marins donc vendus à l'Australie. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude un peu triomphante de François Hollande, du soulagement avant tout, une forme de revanche peut-être, Jacky Isabello? C'est le service après-vente, vous le savez, du ça va mieux. Évidemment. Ces trois petits mots qui ont beaucoup suscité de commentaires. Le problème, Julien, vous le voyez, c'est que ça ne fonctionne pas. Nicolas nous l'a dit tout à l'heure, les nouvelles, quand elles sont assénées du haut du gouvernement, en disant à l'ensemble de la population « ça va mieux », les gens ne le suivent pas. Et pourquoi ? Et là, c'est intéressant parce qu'en termes de communication, nous, on a quelques techniques et sans être trop technique, les anglo-saxons nous ont appris qu'il fallait appliquer une méthodologie qui s'appelle la Social License to Operate. C'est-à-dire que les gens doivent vous accorder de la confiance pour vous donner un mandat de travailler, de gouverner. Et cette confiance, elle provient de publics qui sont sur le terrain, qui sont en proximité avec la thématique. Et ces gens-là, ces 6 millions de chômeurs, ces gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui, ils ne voient rien venir. Donc, ils n'ont pas donné mandat à François Hollande pour nous dire aussitôt « ça va mieux ». Et ça va énormément le desservir. Ça va le desservir, mais il a décidé de plonger dans cette erreur fatale depuis le début, puisqu'il nous a dit « vous me jugerez ». Sur l'inversion de la courbe du chômage. Si on voit cette image-là de François Hollande qui brandit le sous-marin, cette image et ses sourires également, il n'y a pas l'envie également de communiquer avec ce sourire communicatif, transmettre l'image d'une France qui gagne, cette image qu'il veut imposer dans son discours aujourd'hui, Valérie Lecable? Écoutez, moi je suis absolument pas en accord avec ce que je viens d'entendre. On ne peut pas inverser les choses en 2 jours, ça c'est sûr, et c'est sûr que ça fait un certain temps que ça va mal. Mais pour une fois, franchement, pour une fois, que le président de la République dit à une émission de télévision une phrase claire qui est « ça va mieux » et qu'il a la chance, parce que c'est quand même une conjonction de chance, d'avoir quelques jours après 2 éléments forts quand même, il faut le rappeler. 1, la plus forte baisse du chômage depuis le début du quinquennat. Et 2, un contrat historique. Il n'y a jamais eu de contrat d'une telle ampleur signé pour des sous-marins, après tous les contrats, il faut le rappeler, qui ont été signés pour le Rafale, pour etc., etc. Je trouve que justement, pour une fois, au contraire, il a alimenté, il a donné du contenu. C'est pas que de la com. Alors, est-ce qu'il avait lu dans le Marc de Carfé ou je sais pas quoi, mais il y a eu 2 choses concrètes qui ont donné du contenu. Après, sur le sondage, il y a 68% qui pensent que ça vient de l'extérieur, l'amélioration, et un tiers. C'est tout à fait exact. C'est vrai que 2 tiers de l'amélioration économique actuelle vient de l'extérieur. Elle vient de la baisse de l'euro et de la baisse des prix du pétrole. On le sait parfaitement. Mais ce tiers qui est accordé à la politique du gouvernement, d'abord, c'est pas ni négligeable, c'est déjà un tiers.
c'est mieux que rien, c'est mieux que les 15% de popularité du président de la République. Et on va voir, laissons le temps. Mais on va pas faire l'analyse politique et économique. Non, mais en ici. termes de com, je veux dire, laissons le temps au temps. On va laisser choses peuvent pas... le temps. En tout cas, ils sont pas attendus pour aller chez DCNS ce mardi, pour aller ce matin chez Thales. Également pour entendre l'annonce de 2500 emplois supplémentaires. On est quand même dans la com. Il s'est déplacé avec 4 ministres mardi dernier, Nicolas Boudot. Oui, il aurait tort de s'en priver parce qu'on est quand même dans un florilège de bonnes nouvelles de nature économique et franchement, si on était à sa place, on ferait la même chose. Il y a eu les commandes de bateaux de croisière il y a quelques semaines, la commande de sous-marins. La France maritime et de la construction maritime va plutôt bien. Il y a des annonces de création d'emplois à hauteur de presque 3000 chez Thales. Donc l'industrie et l'électronique se portent pas si mal aussi. Il y a une baisse du chômage dont on verra si elle est durable dans le temps ou pas, parce que toute la question est Ils ont là, été prudents franchement. là-dessus, d'ailleurs. On va y revenir justement. Il n'y a pas de fanfaronnage. Donc, tout est là. Franchement, c'est plutôt un bon coup. Alors, et c'est une réussite. Comme vous en parlez à l'instant, on va passer à cette annonce des chiffres du chômage faite par la ministre du Travail. C'était donc à 18h ce mardi, Myriam El Khomri qui venait annoncer ces chiffres. On va regarder comment elle l'a fait, avec quels mots elle a annoncé cette baisse pourtant spectaculaire. Ces évolutions mensuelles, et vous ne serez pas étonnés puisque je le dis à chaque mois, ces évolutions mensuelles incitent toujours à la plus grande prudence, parce que ce que nous souhaitons, bien évidemment, c'est que cette baisse s'inscrive dans la durée. Elle est prudente tout de même, Myriam El Khomri. Là, on n'avait pas de triomphalisme de la part de la ministre. Non, mais c'est la moindre des choses. Enfin, chaque mois, les chiffres s'inversent. L'année dernière, le mois dernier, c'était catastrophique. Ce mois-ci, le chiffre est bon, mais attention, en catégorie B et C, c'est-à-dire les contrats courts, moins de 78 heures, plus de 78 heures, les chiffres augmentent. On voit bien qu'il y a une théorie du déversement. Je ne vais pas faire de la mauvaise économie. Donc, c'est normal qu'elle soit comme ça, un peu attentiste, et en tout cas qu'elle nous fasse de la fausse humilité. Mais en termes de com, puisque c'est ce dont nous parlons ce soir, ce que nous devons mesurer, c'est est-ce que ça marche vis-à-vis de la population qui décidera d'élire un tel ou un tel, et il semblerait que François Hollande soit à nouveau candidat dans sa démarche. Et pour l'instant, les gens ne sont pas dupes. Ils ne veulent pas se laisser convaincre. Et c'est ça que nous, en tant que communicants, nous devons évaluer. Et c'est sur ça que nous conseillons nos clients tous les jours. Mais là, il faudra attendre pour savoir si ça marche, cette forme de communication, Valérie Lecam. La forme de communication à laquelle on assiste, c'est une communication prudente, vous venez de le dire, et Myriam El Khomri n'a fait aucun triomphalisme. Après, je suis tout à fait d'accord, le moins que pouvait faire, c'était de se dire, effectivement, il y a des beaux contrats, etc. C'est quand même normal de faire ça. Après, le sujet sur quel effet sur l'opinion, je pense que c'est pas tout à fait le même sujet. C'est vrai qu'après 4 années de difficultés, on va le dire, c'est pas en 2 jours et en 2 coups de cuillère à peau que les choses vont changer. Il reste 1 an. Tout le sujet, c'est est-ce que ça est suffisant ? D'abord, est-ce que la tendance va pouvoir se maintenir ? Je pense qu'il n'y aura pas des contrats historiques tous les jours, parce que en dehors des contrats historiques, il y a toutes les créations d'emplois à la clé qui sont intéressantes. Donc, 1 an avant l'élection présidentielle de 2012, les choses étaient encore extrêmement floues et absolument pas ce qu'elles sont arrivées à la fin. Donc moi, je reste dans une extrême prudence. Je dis simplement que à l'instant T, parce que la communication, c'est aussi ça, c'est l'instant T, c'est aujourd'hui comment les choses se passent-elles. Cette séquence plutôt de positivisme, pour moi, elle fonctionne. Après qu'elle ait un effet immédiat sur l'opinion, non, ça serait beaucoup trop facile et beaucoup trop simple. Mais voilà. Et à l'instant T de l'annonce de ces chiffres, quelques minutes plus tard, évidemment, il les préparait, ces tweets, les membres de la majorité se sont exprimés évidemment immédiatement. Regardez ici François Rebsamen, l'ancien ministre du Travail, avec ce hashtag qui a été relayé par la majorité, hashtag ça va mieux pour reprendre les mots, on le disait, de François Hollande, également Razi Hammadi, ici hashtag ça va mieux, hashtag nouvelle baisse du chômage, et la porte-parole du PS, ici également Corinne Narassiguin qui reprenait ce hashtag. On est dans le martèlement, un petit peu matraquage de ce hashtag. Est-ce que vraiment c'est efficace, Nicolas Boudot ? Oui, enfin, sur Twitter, c'est efficace. Il faut avoir des hashtags comme ça, et puis ça crée une dynamique positive.
sur Twitter. En parallèle, quelques minutes après, on avait aussi un certain nombre Comme toujours. de démonstrations du fait que les chiffres étaient un peu biaisés du fait du nombre de radiations à Pôle emploi. Donc il y a un débat qui s'est noué en même temps et qui d'ailleurs a irrigué toute la toile le jour de l'annonce des résultats du chômage, ce qui montre bien que l'opinion publique est extrêmement prudente, extrêmement circonspecte sur cette baisse du chômage, sur ces sujets et sur le côté ça va mieux. Ils ont envie d'être convaincus et ça prendra du temps. Et la fenêtre de communication pour le gouvernement pour faire la démonstration pratique sur le terrain que finalement ça va mieux et que l'économie repart, que la croissance est peut-être là, elle est extrêmement fine, cette fenêtre de communication, puisque bientôt, la politique politicienne du côté des Républicains et puis le lancement de la campagne présidentielle va peut-être les empêcher de pouvoir bénéficier longtemps des bénéfices possibles de l'économie. Jacques Isabello. Je peux juste me permettre un petit commentaire. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise stratégie ? Parce qu'en termes de communication, l'enjeu, c'est toujours de positionner les mots et le débat. C'est l'enjeu premier. Quand on dit ça va mieux, quand on dit je vais inverser la courbe du chômage, on positionne la thématique. Et mécaniquement, comme la France n'est pas non plus dans une situation génialissime, eh bien, on essaye de comparer par rapport à ça. Donc, il n'aurait pas fallu faire ça va mieux, comme il n'aurait pas fallu faire l'inversion de la courbe du chômage, parce que il faut maintenant procéder par humilité et laisser petit à petit les bonnes nouvelles s'accumuler, les annoncer avant, faire des hashtags et surtout laisser les commentateurs et les gens qui vivent une situation délicate sur le terrain au quotidien dire non, monsieur le président, ça va pas mieux en termes de communication et dans l'opinion. C'est catastrophique, c'est QFD avec ce que Nicolas nous a présenté ce soir. Un dernier mot là-dessus, Valérie. Je serais d'accord s'ils avaient dit ça va bien, mais ils n'ont pas dit ça va bien. Ils ont juste dit ça va mieux. Dans un pays qui se lamente quand même depuis des mois et des mois, voire des années. Donc, s'il n'y a pas un moment où vous tentez d'inverser le signal, parce que apparemment, ils avaient, j'en sais rien, étudié des choses et un contenu, alors que ce soit extérieur, grâce à eux, grâce à je ne sais quoi, peu importe, et on verra bien. Et c'est pas encore du triomphalisme, mais s'il n'y a pas un moment où ça s'inverse, on va pouvoir se lamenter encore très longtemps. Il faut bien donner un signal de quelque chose. Il faut bien essayer d'inverser une tendance qui est profondément négative. Et sur Twitter, 90% des commentaires sur Twitter sont négatifs. C'est du bashing, le fameux bashing. Donc, quand il y a un truc bien, si on ne le dit pas, qui va le dire ? Si c'est pas vous qui le dites, qui est-ce qui va aller le dire ? Mais les ambassadeurs, la technique d'ambassadeur, c'est tout justement de ne pas porter la nouvelle pour laisser des gens... les ambassadeurs, c'est Rebsamen, il n'est pas au gouvernement, c'est Yamadi, il n'est pas au gouvernement. C'est maladroit. On va poursuivre sur ces éléments de langage, parce qu'il n'y a pas seulement le ça va mieux qui a été répété en boucle dans la foulée de ces annonces. Écoutez le mot qui était sur toutes les lèvres, à commencer par celle du Premier ministre. Ça rend fier sur la capacité de la France à remporter de grands contrats. C'est au fond, et je veux le dire à mes compatriotes, un motif de fierté. Vous verrez qu'à la fin du quinquennat, les indicateurs auront été nettement améliorés. Mais les indicateurs, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est redire la fierté de tout ce qui a été fait. Je veux être fier de ce que nous aurons fait dans ces 5 ans. Soyons fiers, redressons la tête et nous pouvons gagner. On y croit, ce qu'on a fait, ça mérite d'être valorisé. La fierté martelée, là aussi, Nicolas Boudot. Oui, là, c'est un peu exagéré, la fierté, parce qu'il y a un gros hiatus de communication entre le fait d'être fier et ce qu'ont ressenti les Français depuis 4 ans. Il y a une longue liste sur la politique fiscale des ménages, notamment sur le chômage, puisque une bonne nouvelle n'écrase pas tout ce qui s'est passé pendant 4 ans, sur l'immigration, sur des questions de société aussi. Donc la fierté, peut-être. Mais ce hiatus de communication, il faudra beaucoup de temps pour que l'opinion publique accepte en effet le fait qu'il puisse y avoir une fierté et puis donne un certain nombre de crédits à ce gouvernement. Moi, ça me rappelle un petit peu la méthode de communication d'Alain Juppé quand il était Premier ministre entre 95 et 97. Ouais, ça nous remet loin, mais où on disait que voilà, c'était d'abord un problème de communication et qu'il fallait être fier. On a vu ce que ça a donné en 97 et là, j'ai l'impression de revivre un petit peu 20 ans après la même chose. Et d'ailleurs, on a vu ces images de ce meeting qui a précédé ces bonnes annonces. C'était Et au la gauche, organisé par Stéphane Le Foll aux côtés des soutiens de François Hollande. Il y avait une vingtaine de ministres qui étaient présents. Séquence qui a entamé cette semaine avec la volonté
faire de la pédagogie et de convaincre que les résultats, en tout cas les efforts ont été faits, qu'il y a une politique qui gagne. Est-ce que c'était une séquence réussie, ce « et oh, la gauche » ? Alors moi je suis d'accord avec Valérie dans le sens où il faut le faire. Mais mon job, c'est de mesurer si c'est efficace. Et ces exercices d'autosatisfaction, à cette période-là, certes, elles manifestent une envie de mobiliser un camp pour y aller en 2017, mais vis-à-vis de l'électorat qui, lui, décidera quel camp sera en charge des affaires en 2017, ces exercices d'autosatisfaction, vous le verrez dans les sondages dans quelques semaines, et on l'a déjà vu maintenant, ne seront pas productifs. Les gens n'apprécient plus cette forme d'autosatisfaction. C'est de l'autosatisfaction depuis Nino Ferrer. J'avais pas entendu une injonction aussi ridicule. Et oh la gauche, 6 millions de chômeurs, on a des gens, une politique fiscale comme l'a dit Nicolas, défaillance d'entreprise, et on nous balance une chanson de Nino Ferrer pour remobiliser un camp. Très honnêtement, je suis en total désaccord par rapport à leur stratégie. Avec une mise en scène particulière, Valérie Lecap, c'est dans un amphithéâtre, on a un ton professoral presque. Oui. Non, alors, sur le fond, d'abord, je pense que cette émission de télévision de la semaine dernière et ce meeting avaient à peu près le même objectif. C'est que je crois que 45% des gens qui ont voté Hollande ne revoteraient pas Hollande aujourd'hui. Et donc, c'est de récupérer la gauche, parce que c'est quand même ça le sujet de base, c'est-à-dire qu'il a perdu complètement la gauche. Donc, sa communication, parce que là, c'est vraiment de la communication sous différentes formes. Une émission de télévision, le lancement d'un meeting, pas par lui, par ses amis, c'est tout à fait pareil, par ses ambassadeurs, vise à récupérer, à tenter de récupérer tous ces gens-là qui sont partis. Donc, il y a un objectif politique immédiat. Et du coup, est-ce que c'est réussi ou pas ? Sur cette niche d'objectifs, oui. Après, ça ne va pas vous séduire, vous ou moi, ou... C'est pas ça l'objectif. L'objectif, là, c'était vraiment de récupérer la gauche. Et c'était ringard comme la gauche ringarde, quoi. Enfin, alors, voilà. Je voulais vous faire réagir justement à une intervention dans ce meeting, celle de Marisol Touraine, qui reprend une anaphore bien connue en 2012 de François Hollande, à l'époque candidat. On écoute la ministre. Avec lui, président, nous avons fait de belles et grandes choses. Avec lui, président, nous avons créé la prime d'activité. Avec lui, président, nous avons mis en place le compte pénibilité. Avec lui, président, nous avons créé le tiers payant généralisé. Avec lui, président, chers amis, n'oublions pas, il décidera s'il sera notre candidat ou pas. Mais en tout état de cause, ce que nous avons fait ensemble, c'est notre bilan. Soyons fiers, redressons la tête et nous pouvons gagner. Bravo. Alors là, c'était travaillé, c'était évidemment prévu, écrit. Nicolas Boudot, est-ce que c'est efficace et réussi ? Ah non, c'est pas efficace, c'est pas réussi, mais même le lieu ne s'y prête pas. C'est l'amphithéâtre de la fac de médecine, là où on dissèque les cadavres normalement. Et ça me rappelle un peu la dissection d'un cadavre de communication, la communication qu'on faisait dans les années 70. C'était pas terrible déjà à l'époque, et le faire en 2016, c'est vraiment pas bon. Non, il fallait pas faire ça. Il fallait peut-être démontrer en effet toutes les choses qui ont été faites, toutes les réformes qui ont été réussies, mais pas sur ce ton et en ne reprenant pas cet anaphore extrêmement travaillé. Parce que si aujourd'hui on faisait un parallèle entre ce qu'a dit le candidat en 2012 et la réalité constatée sur le terrain, sur l'anaphore en question, il y aurait probablement beaucoup de choses à dire. Je ne me serais pas risqué à la place de la ministre de la Santé sur ce genre d'exercice. Et puis on voit que c'est travaillé, on ne sent pas tellement d'engouement dans le public non plus. Franchement, séquence de communication pas très réussie là, de la part de ces ministres. Et c'est là-dessus qu'on va quitter l'arène politique pour un monde tout aussi violent, parfois très sanglant et qui fait le buzz depuis plusieurs années maintenant. Et oui, parce qu'à ce petit jeu de la com, ils sont les rois. Game of Thrones, de retour cette semaine avec la saison 6. Plus qu'une série, c'est un phénomène. L'attente était énorme dimanche soir pour le premier épisode, à la fois aux États-Unis et en France. Et ce n'est pas un hasard. La série, elle repose sur le suspense, le cliffhanger, comme on dit, cet élément, cette scène de fin où on attend la suite impatiemment pour relancer l'attente des fans énormes au cœur de 10 mois de pause. La chaîne HBO avait
lâché en novembre dernier, il y a quelques mois, donc une affiche que l'on va voir qui est assez sobre, simple, pas d'informations. Là, c'est ce qu'on appelle du teasing, Jackie Isabello. Ah, et quand la marque est aussi forte que ça, que vous n'avez pas besoin de mettre des mots, c'est que vous êtes arrivé à un niveau d'acceptation et à un niveau de notoriété qui est assez exceptionnel. Il y a des choses qui se développent tous les jours. J'ai même vu la semaine dernière qu'un algorithme avait été créé pour pouvoir déterminer qui allait mourir, tellement ils sont bons à nous séduire. Alors nous, en termes de communication, c'est magique hein, comme série, parce que on raconte des histoires dans nos métiers. Et on est tous les produits de, vous savez, c'est ce vieux conte qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh et qui a été écrit au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les spécialistes vous expliquent que derrière, les grands livres des religions monothéistes découlent de cette grande épopée de Gilgamesh. Donc on s'embarque tous là-dedans. Et Game of Thrones, aujourd'hui, est analysé même par les plus grands spécialistes en matière de géopolitique. Hein, Dominique Moisy, pour ceux qui sont fans de géopolitique, a écrit un bouquin sur la géopolitique des séries. Et Game of Thrones en est un grand exemple. Les cartographes du monde, hein, vous avez un service infographie, ici on passe devant quand on arrive, eh bien les cartographes du monde sont des grands fanatiques de Game of Thrones parce que l'animation qui est mise en place, les informations qui sont propulsées sur ces cartes, les rendent très fiers du métier qu'ils font. Voilà, on pourrait en dire pendant des heures, mais en termes de com, c'est magique. Avec cette volonté d'entretenir le mystère, avec plus de questions que de réponses, c'est ça la bonne méthode, créer du buzz en permanence, faire parler de soi en permanence, même quand on n'est pas là ? Mais oui, mais c'est tout l'enjeu de la création d'un mythe, c'est ça. Et là, on est face à un mythe télévisuel. Et les Américains sont extrêmement forts pour créer des mythes comme ça. Ils ont d'ailleurs transformé la géopolitique. Hein. Il y a un certain nombre de thèses qui expliquent la chute du mur de Berlin par la diffusion. À l'époque, c'était Dallas, dans les pays de l'Est. Et thèse plutôt intéressante. On est dans la création d'un mythe. On est face à quelque chose que, une fois de plus, les Américains savent faire. Historiquement, ils ont toujours su construire comme ça des événements télévisuels. Là, fondamentalement, avec Game of Thrones, on passe un cap supplémentaire puisque l'ensemble du monde occidental se retrouve dans cette série. 6e saison qui a commencé, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Mais c'est terrible, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais mettre ce meeting-là et la gauche et mettre ça juste derrière, on est juste aux antipodes. En fait, on est dans une espèce d'extrême grand écart d'un côté, c'est à la papa, il y a je ne sais pas combien de temps, et après, c'est... Mais juste l'interrogation que ça me pose, comme cette série-là, comme House of Cards, comme toutes les séries d'une façon générale, c'est qu'ils donnent quand même une représentation du mythe, de la vie, de ce que vivent les gens, des choses qui basculent quand même dans une espèce de forme de ce suspense qui est très violent tout le temps. Tout est toujours quand même assez terrible, assez noir, assez dur, assez... Et je ne sais pas quelle représentation du monde ça donne. Je ne sais pas où on va avec tout ça. C'est ça que je suis en train d'essayer de dire. C'est-à-dire que on est tout le temps dans des espèces de représentations de violence et de destruction et de choses qui sont quand même terribles. Mais c'était la même chose avec les rois maudits dans les Voilà, années 70. alors ça rappelle les rois maudits, c'est exact. Issu des rois maudits. Mais justement, est-ce que notre monde occidental évolué, dont on était en train de parler, en est resté à l'époque des rois maudits? En termes de communication politique, probablement. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que non seulement donc, cette communication, elle marche, mais en plus, elle est reprise par les marques, mais aussi par les politiques, puisqu'il y a souvent ce parallèle qui est fait avec le monde politique, l'univers de Game of Thrones. Il y a des rivalités entre clans, il y a des manœuvres, il y a des coups bas également. Il y a notamment une vidéo qui avait fait beaucoup rire l'an dernier. C'était au sujet des Verts. On sait un parti qui se déchirait déjà à l'époque, et ça avait été relayé. Je vous propose de regarder un extrait, ça s'appelle « Le trône des Verts ». Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I have no choice. That's what you tell your family. Tell your son. That's what men always say when honor calls. You do have a choice, and you've made it. You might not have my name. You have my blood. Bastard boy with nothing to inherit. Off to serve in the ancient order of the Night's Watch. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my colour. You were never afraid. There's nothing to be afraid of. Choosing your opponents wisely. I have a knack for it. The Targaryen girl convinces her horse lord husband to invade. We won't be able to stop them.
Get it over with. Cut her throats. We commit murder on the word of this man. I'm a purveyor of beauty and discretion. All desires are valid. Jury. Alors précisons que ce ne sont pas les Verts qui sont à l'initiative, mais ça a été relayé notamment par des élus Verts. Ça les fait rire au sein du parti, Jacques Isabello. Eh ben, c'est une grave erreur de communication parce que les Verts sont par définition anti-impérialistes. Ils n'aiment pas l'impérialisme américain. Et Game of Thrones, c'est l'architecture du soft power. C'est-à-dire que les Américains ont inventé un outil, ils vous influencent par des moyens non coercitifs. Et ils sont exceptionnels pour ça. Alors, leur culture, leur univers audiovisuel part partout dans le monde, et c'est leur outil. Et donc, quand on relaie ça, quand on se l'approprie, on s'approprie les valeurs de la vie à l'américaine, comme le disait Valérie et comme le disait Nicolas. Et ça, quand on est vert, c'est une vraie connerie. Oui, mais en même temps, on voit bien qu'ils essaient de jouer avec. C'est-à-dire que d'un côté, ça fait peur, et d'un côté, on n'en veut pas. Et il y a un principe de réalité qui fait que c'est un tel succès, que ça fonctionne tellement bien, etc., qu'on est tenté d'utiliser le procédé. Et c'est là où on est dans la grande interrogation. On doit s'arrêter là, malheureusement, mais même le gouvernement, on n'a pas eu le temps de le montrer, a utilisé et récupéré ces codes. De tout ça. Et peut-être assez dépend. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Dans Comme toujours, restez avec nous. L'information continue dans un instant sur LCI avec un nouveau journal. C'est la fin de la Newsroom.